Alors après un plutôt bon portage de God of War 2018 sur PC il y a quelques temps, voyons voir comment ça se passe pour God of War Ragnarok sur PC, juste après le petit sponsor, allons-y c'est parti. Alors petit changement qui n'en est pas vraiment un pour le sponsor de la chaîne, vous connaissez sûrement Godil24 qui accompagne la chaîne depuis maintenant pas loin de 2 ans, eh bien on bifurque maintenant sur KissFan qui est un autre site de la même boîte, mais c'est exactement la même chose. On retrouve donc les classiques ainsi que les mêmes codes promo et réductions avec les clés Windows 10 Pro à moins de 9€, et les clés Windows 11 Pro pour moins de 14€ avec le code de la chaîne VCG50. Et pour les clés Office ou les packs Windows plus Office, vous bénéficiez de 62% de réduction avec le code VCG62. Au niveau du paiement, le processus est expliqué en bas de la page de l'offre qui vous permettra de choisir votre moyen de paiement par carte ou PayPal. Et au moment de recevoir là ou les clés par mail avec les instructions pour les utiliser, n'oubliez pas de vérifier que le mail ne soit pas dans votre répertoire spam au cas où. Si vous rencontrez le moindre problème, n'hésitez pas à contacter le service client qui est disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 qui vous accompagnera au plus vite. Tous les liens sont dans la description de la vidéo, et comme d'habitude, merci à vous si vous achetez une clé, car ça vous permet de soutenir la chaîne qui survit en grande partie grâce à ce partenariat, tout en ayant quelque chose en retour. Donc un grand merci à vous pour votre soutien et à KissFan qui sponsorise cette vidéo. Alors God of War Ragnarok, c'est un jeu Crogen qui est sorti en novembre 2022 sur PS5 et PS4, et il fait suite donc à God of War, qui était un changement de style quand même assez important pour la série. Certains aiment le nouveau style, d'autres non. Personnellement, je trouve la nouvelle formule plutôt sympa, mais je comprends aussi ceux qui préfèrent les God of War à l'ancienne. Par contre, c'est vrai que le début de ce God of War Ragnarok est quand même un petit peu moumou dans l'ensemble, il y a quand même beaucoup de cinématiques, ce qui pourrait faire décrocher certaines personnes directes, puisque bon, c'est vrai que dans les premières heures, on joue pas tant que ça au final, mais ça change quand même pas mal par la suite. Du point de vue technique, alors le jeu est très soigné, c'est très bien réalisé, l'ADA est vraiment sympathique, il n'y a pas grand chose à reprocher à ce niveau-là, et le jeu reste très joli tout en étant un jeu cross-gen. Par contre oui, sur certains aspects, comparé à des jeux je dirais plus récents, plus de nouvelle génération, on sent qu'on est un petit cran en dessous sur certains points, que ce soit la gestion des éclairages en temps réel et compagnie, ou certains détails au niveau de la complexité des scènes et tout ça, mais bon, ça reste vraiment très beau dans l'ensemble. Par contre oui, on sent que c'est une suite directe du God of War de 2018, et que c'est en grande partie le même moteur, retravaillé bien évidemment, mais pas de révolution au niveau du rendu, ça reste dans la même lignée que l'ancien, et point de vue gameplay également, et c'est sûrement aussi pour ça qu'il est arrivé aussi rapidement après le premier volet. Pour la version PC, c'est le même développeur que pour le premier portage de God of War, qui avait donc fait du plutôt bon taf à l'époque, c'est donc Jetpack Studio qui est à la manœuvre ici encore. Et au niveau des grands changements, alors God of War il tournait sous DirectX 11 à l'époque, pour Ragnarok on est maintenant en DirectX 12. Au niveau des features, c'est très complet, on a de l'ultra-wide, ce qui fait plaisir vu les derniers jeux qu'ils ont sortis sans, et on a même du 32/9, donc c'est plutôt bien de ce côté-là. On a une compilation de shaders au lancement du titre, et il n'y a pour ainsi dire aucun stutter en jeu, ce qui fait vraiment plaisir. C'est très clairement pas le cas de tous les jeux. Et au niveau des technologies embarquées, des fabricants de matos, on retrouve la panoplie complète ici, le DLSS 3 Upscaling et Frame Generation, et donc Reflex aussi pour Nvidia, le FSR 3.1, ce qui fait plaisir, puisque ça fait une paire de jeux aussi qui sont sortis récemment qui n'avaient uniquement que le FSR 3. Donc ça veut dire qu'ici, on a la dernière version de l'upscaler d'AMD, qui est un chouïa meilleur que le FSR2 classique ou le FSR3 de base, et on a surtout le découplage du Frame Generation du FSR, ce qui veut dire qu'on peut utiliser le DLSS, le XeSS ou le FSR avec le Frame Generation d'AMD, ce qui est une très bonne chose, que ce soit pour les cartes d'AMD, d'Intel ou les RTX qui n'ont pas accès au Frame Generation d'Nvidia. Et on a aussi le XeSS 1.3 d'Intel. Au niveau des presets graphiques, alors ça va des détails bas aux détails ultra. Selon les développeurs, les détails bas correspondent à la version PS4, ce qui devrait permettre au matos un petit peu plus ancien de s'en sortir convenablement. Et le mode ultra correspondrait au mode qualité de la PS5 qui tourne en 4K natif 30 fps sur console pour rappel. Par contre, point qui peut gêner pour le jeu sur PC, c'est qu'il demande beaucoup de place au niveau stockage. 175 Go une fois installé. Alors apparemment c'est un choix là aussi des développeurs qui ont préféré que le jeu prenne plus de place au niveau stockage que d'utiliser des technologies de décompression type Direct Storage qui ne sont pas parfaites point de vue impact au niveau des performances. Alors au moment de son lancement, sur PC le jeu demandait également à minima une carte graphique avec 6 Go de VRAM pour se lancer, sinon on avait un message d'erreur, mais il y avait des modes qui étaient sortis directement pour contourner le problème. Et il y a aussi eu un patch hier qui a permis d'enlever cette restriction. Donc on peut maintenant lancer le jeu, même si on a une carte avec 4 Go de VRAM par exemple. Alors après, comment ça tourne, j'en sais rien, mais on peut le lancer. Et autre point qui a fait beaucoup râler, c'est que le jeu nécessite de s'inscrire au PSN, ce qui reste quelque chose que j'ai un petit peu de mal à comprendre de la part de Sony, de faire autant le forcing là-dessus, puisque sur PC, comme le PSN n'est pas disponible dans tous les pays du monde, il y a beaucoup de pays au fait
On a accès à Steam par exemple, mais on n'a pas accès au PSN. Ce qui veut dire que tout le monde ne peut pas s'inscrire. Ce qui limite du coup aussi fortement les ventes du jeu sur PC. Qu'il y ait une forte incitation à se connecter au PSN sur PC, pour ceux qui y ont accès, pourquoi pas, mais c'est vrai que forcer l'utilisation, perso je pense que c'est une erreur. Alors je sais que certains réussissent apparemment à lancer le jeu sans se connecter au PSN. Personnellement chez moi il n'y avait pas moyen, je devais obligatoirement me connecter à mon compte. Alors du coup oui, pour ceux qui sont dans un pays où le PSN n'est pas dispo, du coup ils n'ont pas accès au jeu. Mais bonne nouvelle quelque part, le jeu n'a pas de DRM, donc pas de déniveau ici. Du coup oui, le jeu est disponible sur les canaux non officiels on va dire. Encore une fois, je trouve que c'est quand même des ventes perdues pour Sony. Sinon, en ce qui concerne l'accueil du jeu sur PC, alors au niveau du nombre de joueurs sur Steam, on est sur un pic de 31 000 environ, ce qui est un petit peu mieux que Final Fantasy XVI il y a quelques jours, mais c'est pas incroyable non plus, puisque si on compare au premier God of War, celui-ci avait atteint les 73 000 au moment de sa sortie. On est quand même sur moitié moins ici. Ça rejoint un petit peu ce que je disais sur Final Fantasy XVI, c'est vrai que la stratégie de sortir les jeux assez longtemps après sur PC, après la sortie PS5, ça marchait pas mal au début, puisqu'il y avait aussi pas mal de curiosité, l'arrivée, enfin je dirais, des jeux PlayStation sur PC, mais c'est vrai que ça s'est un petit peu tassé. Maintenant j'ai quand même l'impression que si Sony veut faire de plus gros chiffres sur PC, ce serait plus pertinent de lancer les jeux en même temps. C'est probablement pas ce qui est prévu, donc bon je dirais ça regarde Sony, de toute manière je pense que les jeux PlayStation sur PC continueront à se vendre dans la durée, parce que généralement sur PC, comme on peut le voir sur les chiffres de God of War premier du nom, ça reste encore relativement joué, donc on verra bien ce que ça donne sur la durée. Alors le jeu se fait également review bombé sur Steam depuis son lancement, c'est majoritairement pour les histoires du PSN, et aussi pour la limitation pour les GPU à 4 Go de VRAM et moins par exemple. Alors, par certains côtés, je comprends que les mécontents tentent de se faire entendre et que c'est un des seuls moyens de faire pression, je dirais. Après, c'est aussi un petit peu dommage, puisque en dehors de ces deux problèmes-là, dont un qui a été réglé, le portage lui-même est plutôt bon. Le jeu en lui-même, bon, ça chacun peut avoir son avis, mais c'est vrai que d'un pur point de vue technique, il n'y a pas grand-chose à redire. Mais bon, revenons aux performances techniques justement alors. Du point de vue des presets, j'ai fait les tests habituels, au niveau du scaling des réglages graphiques, c'est pas trop mal. On passe de 105 à 156 fps en passant des détails ultra aux détails bas. Donc 50% de gain possible sur les réglages graphiques, c'est beaucoup mieux par exemple que Final Fantasy XVI il y a quelques jours. Et les détails bas restent plutôt corrects, visuellement parlant, ça reste très très joli je trouve. Certes, c'est pas au même niveau que les modes ultra, mais il n'y a rien, je dirais, de honteux à jouer en détail médium ou bas sur PC. Et au niveau du scaling de l'upscaling, comme d'habitude, un gros gain de pas loin de 40% si on passe du natif au DLSS ou FSR en mode quality, pour un impact visuel pas si énorme que ça. Mais bon, comme vous pouvez le voir d'ici déjà, ça tourne déjà très correctement en natif, même en 4K ultra, bon, évidemment ici avec une 4090. Mais comparé à certains autres jeux qui sont sortis dernièrement, c'est des plutôt bonnes performances. Donc on va aller voir ce que ça donne. Du point de vue performance, pour la scène de test, on est sur le deuxième monde, une séquence de 30 secondes que vous voyez ici. J'ai choisi de faire les tests en ultra, vu que le jeu n'est pas si gourmand que ça. Test en natif, et j'ai aussi fait des tests de scaling avec l'upscaling et le frame generation d'NVIDIA et AMD en 1440p quality. Et c'est assez intéressant à observer. Il y avait des soucis avec le frame generation d'NVIDIA au lancement, puisque celui-ci parfois ne s'activait pas du tout. Mais ça a déjà été corrigé par un patch, donc belle réactivité des développeurs ici. Pour les drivers, j'utilise le dernier driver en date d'NVIDIA, avec le support du titre. Chez AMD, c'est un driver bêta sorti il y a quelques jours, pour le jeu également. Et pour Intel, alors, j'ai fait les tests avec le driver sorti il y a plusieurs jours également. Intel avait ressorti un driver hier, mais celui-ci change absolument rien en performance sur le titre pour moi. Du coup, j'ai laissé les résultats tels qu'ils sont. Donc bref, on va aller voir les upscalers et compagnie, les vidéos comparatives et les graphiques. Allons-y. Bon alors, on commence notre petit comparatif d'upscaler, comme d'habitude, le DLSS à gauche, le FSR au milieu et le XISS à droite en 1440p, détail qualité. Bon, ce qu'on peut noter déjà d'emblée, c'est qu'on n'a pas de grosses disparités comme sur Final Fantasy XVI, où clairement on avait le FSR qui était beaucoup plus sharp que les deux autres. Au niveau du modèle du perso, on voit que quand ça bouge pas, déjà on voit que le maintien de la beubare de Kratos est plus propre qu'avec le FSR. Et c'est un peu plus pixelisé, on le voit ici avec le FSR. À distance, ça se voit moins bien évidemment, mais bon, c'est quand même moins bon. Et pour le XISS, c'est un petit peu plus brouillon, j'ai l'impression, sur les côtés de la barbe que le DLSS. Au niveau de l'arme, alors
Ouais, bon, je pense que là, sur le cuir, on voit que le DLSS restitue un petit peu mieux les détails. Mais le FSR et le XISS s'en sortent pas si mal que ça non plus, hein. Un petit peu plus fou, un petit peu plus flou, le FSR dans l'ensemble quand même. Par exemple, sur la ceinture ici, ça se voit pas mal. Mais c'est vrai que le FSR 3.1 est quand même un petit poil mieux hein, que le FSR 2. Dans l'ensemble, un petit peu plus propre qu'avant. Alors, les particules ici, près du bateau. Ouais. Comme je le disais juste avant, il y a quand même un petit peu plus de ghosting pour le FSR, je trouve, au niveau des particules. C'est quelque chose qui était ressorti un petit peu hein, sur les analyses du FSR 3.1, c'est qu'il il était un petit peu plus net et tout, mais il y avait un petit peu plus de ghosting. Ça se voit un petit peu ici. Et au niveau de la densité des particules, d'ailleurs, souvent, ouais. Souvent, le FSR, on perd un petit peu sur la densité des particules. Et j'ai l'impression qu'ici, il y en a un petit peu moins qu'avec le DLSS ou le XISS même. Donc on voit que les défauts classiques hein, sont toujours là. Après, au niveau de l'eau, on voit qu'il y a un petit... C'est pas hyper propre hein, au niveau des vaguelettes là derrière. Le DLSS s'en sort un petit peu mieux. Il y a un petit peu de shimmering pour le XISS là dans le coin. Le XISS a souvent un petit peu de mal avec l'eau quand même. Hein. C'est quelque chose qui revient assez souvent. On voit qu'ici, ça... il y a un problème. Hein. Le DLSS, on voit que c'est un petit peu mieux, mais c'est pas net non plus. Pour le coup, le FSR est peut-être un petit peu plus stable sur ce problème-là. Alors, au niveau de la petite rotation des familles, ce qu'on peut noter... alors, au niveau de la désocclusion autour du personnage, ça va repartir. Alors, le DLSS, ma foi, c'est plutôt propre. Pour le FSR, alors c'est quand même beaucoup mieux que sur God of War premier du nom hein, pour le FSR. Mais on voit, hein, si on fait très attention, qu'il reste quand même toujours une sorte de petit halo derrière le personnage de temps en temps. C'est beaucoup mieux qu'avant. Voilà, ça se voit au niveau de l'oreille. Voilà, ça fait une petite traînée de pixels. Bon, après, c'est mieux que ça ne l'a été. Mais c'est pas parfait. Bon, alors j'ai enregistré quelques captures également avec le Frame Generation, puisque du coup, bon, on peut regarder un petit peu ce qui se passe entre le DLSS FrameGen et le FSR FrameGen, puisque là, du coup, avec le FSR 3.1, on peut utiliser le DLAA en entrée, donc, du coup, on peut faire des comparaisons un petit peu mieux, même si ce sera jamais parfait, et ça rendra jamais exactement la même chose que ce qu'on voit à l'écran, que ce soit à cause des compressions, des FPS et compagnie, puisque là, on est sur une vidéo à 60, alors que de base, on était à plus de 100 FPS, donc le rendu n'est de toute manière pas parfait. Mais bon, c'est plus pour la curiosité qu'autre chose, hein, j'ai envie de dire. Bon, on a déjà vu quelques artefacts hein, de temps en temps du FrameGen. En plus, je pense que les compressions YouTube vont pas aider derrière. Je sais pas si ça vaut le coup de faire ça. Donc là, au niveau des osios, on va aller pour les deux. Passe pour le petit gorille là au loin, je sais pas ce que c'est. Ah, petit artefact là. La fumée, ça a l'air d'aller. Bon, dans l'ensemble, hein, il n'y a quand même pas une différence absolument démentielle. Hein. Je trouve que les deux se comportent plutôt bien. Mais c'est vrai qu'encore une fois, depuis le FSR 3.1, je trouve que le FrameGen d'AMD s'est quand même pas mal amélioré. Au niveau de sa stabilité aussi. Hein, parce que c'est vrai qu'en 3.0, selon l'implémentation, des fois c'était pas génial. Là, on est quand même sur quelque chose de bien mieux qu'au lancement. Et pour le DLSS FrameGen, ça a toujours été plutôt propre. Hein. Voilà, on a vu des petits artefacts. Est-ce que c'était le texte qui disparaissait encore? Je sais pas. Bon, ouais. J'ai enregistré une autre scène, on va regarder. Bon, alors j'ai fait une autre capture avec une rotation. Je m'attends pas à ce qu'on voit grand chose, hein, vu ce qu'on a vu avant. Après, bon, c'est vrai que le FrameGen c'est compliqué hein, au niveau des captures et compagnie.
fois c'est assez similaire, hein. Je vois rien qui me saute aux yeux. Les deux ont l'air plutôt corrects, hein. C'est assez proche. Après, c'est ce qui ressortait hein, la plupart du temps des analyses aussi que j'ai vues ailleurs, c'est qu'au niveau du frame-gen, si en entrée on a la même image, bah, au final hein, les deux produisent quelque chose d'assez proche. Il n'y a pas tant de différence que ça. Hein. Après, la grosse faiblesse, je dirais, du FSR FrameGen, c'était sa stabilité pendant longtemps, mais c'est vrai que là, sur ce jeu-là, je l'ai trouvé quand même très stable. Et au niveau de la qualité d'image, ben, je vois rien de choquant, hein, donc c'est plutôt bon pour les deux. Bon, alors on commence la petite vidéo, la 4090 en 4K Ultra, bon bah comme vous pouvez le voir, hein, la carte s'en sort sans problème, on est à plus de 100 FPS de moyenne, pas grand chose d'autre à dire ici, hein. On peut encore évidemment gagner en performance, en passant par l'upscaling par exemple, DLSS Quality en 4K Ultra, ça changera pas grand chose au niveau du rendu, et on passera probablement les 150 FPS. Donc bref, ça tourne très bien, rien à redire ici. Alors on passe sur la 4080 Super et la 7900 XTX en 4K Ultra. Bon, en 4K, c'est léger avantage pour la 7900 XTX, mais bon, grosso modo, hein, les deux cartes sont au même niveau de performance. Il n'y a rien qui change significativement l'expérience de jeu. Ici, ça tourne très bien, on est aux alentours des 70 FPS de moyenne. Bien évidemment, là aussi, si on veut avoir plus de performance, on peut baisser les détails, on a encore l'accès bien évidemment au DLSS, au Frame Generation et compagnie. Bref, il n'y a rien qui va mal ici. On passe ensuite sur la 4070 Ti Super et la 7900 XT en 4K Ultra. Bon, on voit qu'ici on arrive aux alentours des 60 FPS de moyenne, on aura parfois quelques petites chutes en dessous. Bon, on n'est pas très loin de les maintenir, mais pas totalement, donc on peut dire qu'ici, on peut par exemple baisser les détails en détail élevé, on peut utiliser l'upscaling et ça passera sans souci. Donc bon, ces cartes-là sont globalement capables de jouer en 4K de plutôt bonne manière ici. Et avec les mêmes cartes en 1440p, puisque bon, c'est vrai que les deux cartes sont plutôt à cheval entre la 4K et le 1440p, bon, on voit que du coup ça passe sans problème, hein. On est maintenant plus aux alentours des 100 FPS de moyenne, pas de problème majeur ici. Alors, pour le duel 4070 Super 7900 GRE, bon, on voit qu'ici, au niveau des performances, c'est à l'avantage de la 4070 Super, hein, qui s'en sort mieux sur le titre que la 7900 GRE en général. Et c'est vrai qu'il y a quelques duels de cartes comme ça qui tournent à l'avantage des 4070 Super. Donc bon, il n'y a rien qui va mal pour autant pour les cartes d'AMD, les performances sont stables, elles sont pas mauvaises non plus, hein, c'est juste un ton en dessous. Du coup, pour le match 4070 et 7800 XT, bon ici aussi, hein, c'est un petit peu à l'avantage de la 4070. La 7800 XT s'en sort tout à fait correctement aussi, mais encore une fois, c'est comme avec la 4110 Super et la GRE, c'est un petit cran en dessous, mais rien de dramatique. Pour la 4060 Ti et la 7700 XT, bon le jeu dans les grandes lignes, il n'y a pas vraiment de souci de VRAM en dehors de la 4K, où là les cartes avec 8 Go de VRAM auront des soucis de VRAM. Bon, sinon ici au niveau des performances, bon, c'est légèrement à l'avantage de la 7700 XT, même si ici on voit que la 4060 Ti s'en sort plutôt bien, elle est assez proche. C'est vrai qu'on a vu pas mal de jeux où la 7700 XT marque un écart plus prononcé qu'ici. Et enfin pour les petites cartes de la génération, bon, on voit que c'est encore une fois un petit peu à l'avantage de la 4060 ici, même si la 7600 s'en sort plutôt bien. Bon, si on veut avoir plus de performance, on peut bien évidemment baisser un petit peu les détails, hein, passer en détail élevé, voire médium, ça tournera tout à fait correctement et on devrait maintenir les 60 FPS constants. Puisque bon, en 1080p, on n'aime pas trop faire appel à l'upscaling, même si vous préférez ça que baisser les détails, bon, c'est vous qui voyez, personnellement je préfère baisser les détails. Alors on passe sur les cartes d'ancienne génération, du coup ici on repasse en 1440p Ultra pour la 3080 et la 3090 Ti. Bon comme d'habitude, hein, sans surprise, la 3090 Ti est plus performante, mais vous pouvez aussi voir qu'elle consomme beaucoup plus. Mais bon, bonne performance dans l'ensemble hein, pour les deux cartes, 80 FPS environ pour la 3080, la 3090 Ti comme d'habitude, hein, elle se retrouve aux alentours des performances de la 4070 Ti Super, 7900 XT même parfois. Bon, ça tourne encore très bien. Et pour la 3060 Ti et la 6700 XT, ben, comme d'habitude, les performances sont assez proches, léger avantage pour la 3060 Ti, mais rien de vraiment transcendant. C'est le même niveau de performance dans les grandes lignes, et ça tourne relativement correctement. On voit que la plupart du temps, on devrait maintenir les 60 FPS. Et pour les petites cartes de l'ancienne génération, la 3060 et la 6600, bon bah comme d'habitude, hein, c'est clairement l'avantage de la 3060. La 6600, bon, bah, c'est pas incroyable ici, hein. Elle a quand même un petit peu de mal à maintenir les 30 FPS de moyenne, là où la 3060 tourne plus aux alentours des 50. Donc très clairement, bah, la 3060, je trouve qu'elle vieillit quand même beaucoup mieux que la 6600 dans la plupart des jeux. Mais bon, c'est vrai qu'elle était aussi beaucoup plus chère pendant une bonne partie de sa vie.
On arrive maintenant sur les cartes encore plus vieilles, la 2060 et la vénérable 1080 Ti. Eh bien on a vu dans pas mal de jeux dernièrement que les deux cartes se rapprochaient de plus en plus, c'est encore une fois un petit peu ici le cas. Alors la 1080 Ti conserve un avantage, mais c'est vrai que la 2060 n'est pas très loin derrière. Plutôt bonne performance pour la 2060 ici, malgré je dirais ses 6 Go de VRAM, on voit qu'en 1080p Ultra ça se passe plutôt bien. Il n'y a pas de souci de VRAM particulier ici. La 1080 Ti, on voit qu'elle est autour des 50-60 fps, ça tourne pas trop mal. Et enfin on retrouve la GTX 1060 6 Go. Bon, alors évidemment, en 1080p ultra natif, c'est compliqué. On est en dessous des 30 fps, on tourne aux alentours des 20. Mais bon, on sait du coup qu'on peut soit baisser les détails en 1080p bas, voire médium, et ça devrait tourner quand même un petit peu mieux. Puisque comme on le voit à droite, j'ai choisi ici de faire du 1080p détail médium avec FSR en mode qualité. Bon, on voit que là on tourne aux alentours des 35-40 fps, donc il y a clairement moyen, je dirais, de maintenir environ 30 fps constant, même avec une carte aussi ancienne, donc ça tourne quand même plutôt pas mal, et on pourrait encore baisser les détails en détail bas. Donc bon, si on compare par exemple avec Final Fantasy XVI il y a quelques jours, où c'était totalement injouable pour la 1060, on voit qu'ici ça passe quand même beaucoup mieux. Alors on arrive au récap des performances en 1080p Ultra, ce qu'on peut voir c'est que ça tourne plutôt bien, et on voit aussi que le 4090 met une tarte à tout le monde d'emblée, même en 1080p. On note aussi d'ailleurs que les cartes d'NVIDIA ont un léger avantage au niveau des performances sur le titre en général, même s'il n'y a pas de problème avec les cartes d'AMD. Les performances sont stables, ce qui n'est pas le cas par exemple des cartes d'Intel, où c'était clairement pas bon. Les performances des cartes ARC sont vraiment très instables, et très basse dans l'ensemble, puisqu'on voit que même la RTX 2060 et la RX 6600 font mieux. Alors on peut jouer avec les cartes d'Intel en faisant des concessions, mais ça manque clairement de boulot côté driver de la part d'Intel. Donc c'est clairement pas opti, sinon même avec des cartes type RTX 2060 ou une 1080 Ti, il y a moyen de faire tourner le jeu. On tourne déjà à plus de 40 fps en ultra. En baissant les détails, il y a moyen d'arriver dans les 50 voire 60, et si vous voulez activer le scaling, il y a encore moyen d'avoir de plutôt bonnes performances. En 1440p, alors la 4090 fait toujours cavalier seul, sans aucune surprise. Les cartes d'NVIDIA conservent un léger avantage dans l'ensemble, même si ça dépend des cartes, mais bon. On voit que la plupart des GPU arrivent aux 60 fps de moyenne, ou presque, et bon, pour ceux qui n'y arrivent pas, en baissant les détails ou en activant l'upscaling, ou les deux, c'est vrai que les 60 fps seront atteignables même pour des cartes plutôt modestes. Alors en 4K, sans surprise, c'est plus lourd, et il n'y a que la 4090 qui se maintient au-dessus des 100 fps de moyenne, avec les 7900 XTX et 4080 Super qui tournent elles plus aux alentours des 70-80, ce qui reste plutôt bon, puisque pour rappel, le jeu tourne en 4K natif 30 fps sur PS5, on est quand même largement au-dessus. Et on voit que les 6700 XT et 3060 Ti arrivent quasiment à ce niveau-là, ce qui est somme toute assez logique, même si avec ces cartes-là, j'essaierai plutôt de viser les 60 fps avec le DLSS ou le FSR que de jouer à 30 fps. Mais bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Et en parlant de DLSS et FSR, alors j'ai fait quelques tests avec les petites cartes, on va dire, en passant les détails en medium en 1440p, avec upscaling et frame generation, et c'est vrai que les résultats sont plutôt bons, puisqu'on peut voir que les RX 6600 et RTX 2060 arrivent à faire du 1440p upscale, à environ 60 fps de moyenne, ce qui est très sympathique, et le FSR FrameGen avec DLSS ou FSR du coup leur permettent d'atteindre les 90 fps environ, ce qui est très jouable, et on voit que la GTX 1080 Ti s'en sort aussi plutôt bien avec le FSR et le FSR FrameGen, fait toujours plaisir à voir. Par contre pour les cartes d'Intel c'est toujours compliqué, le XeSS ne leur permet pas de gagner grand chose point de vue performance, et le FrameGen non plus, il faut vraiment que les drivers soient améliorés de la part d'Intel. On passe ensuite sur les RTX 4060 en détail ultra ici, attention on n'est plus sur les détails médium, avec le DLSL upscale seul, puis le DLSS FrameGen et enfin le FSR FrameGen. Et clairement on voit que le FSR FrameGen est plus léger en ressources, mais bon, ici encore, on voit que même avec ces cartes là, il y a moyen de faire tourner le jeu très correctement. Alors gardez bien à l'esprit aussi que les deux technologies de Frame Generation ne fonctionnent pas du tout de la même manière, ce qui explique les différences de performance. Le DLSS FrameGen, ça repose beaucoup sur les unités OFA des RTX 4000, là où le FSR FrameGen passe par la Sync Compute, les algorithmes sont totalement différents, enfin bref, le FSR FrameGen est un petit peu plus software on va dire, là où le DLSS FrameGen repose vraiment sur des unités dédiées, et c'est aussi pour ça que le DLSS FrameGen était bloqué au RTX 4000, puisque les RTX 3000 et inférieurs, les unités OFA sont beaucoup moins rapides apparemment que sur les nouvelles générations. Et c'est aussi souvent pour ça qu'on voit que le gain du DLSS Frame Generation est plus important pour les plus grosses cartes, puisqu'elles sont plus performantes. C'est vrai que d'un certain côté, du coup, le FSR FrameGen est avantageux pour les cartes qui ont moins de performance, puisque c'est plus léger, tout simplement. Même tableau pour le reste de la gamme RTX 4000, et même constat du coup, le FSR FrameGen est moins demandeur en ressources que le DLSS FrameGen, mais bon,
On atteint déjà les 100 FPS et plus avec juste l'upscaling, il n'y a pas forcément besoin du frame generation ici en dehors de vouloir par exemple atteindre les 240 Hz pour la 4090. Et enfin, dernier tableau avec les autres cartes, avec upscaling, que ce soit le DLSS upscaling pour les RTX ou FSR upscaling pour les Radeon, avec ensuite le FSR Frame Generation. Et on voit que là aussi, ça fonctionne plutôt bien, même avec une RTX 3060 ou même une RX 7600, et c'est cool d'avoir accès à un frame gen de plutôt bonne qualité, aussi pour les RTX 3000 voire 2000. On passe ensuite du côté des processeurs en 1080p Ultra. Alors pas de déniveau ici, du coup j'ai pu tout tester, et bon, le jeu n'est pas spécialement gourmand point de vue processeur dans l'ensemble, mais c'est vrai que le Ryzen 3600 fait beaucoup moins bien que les autres. Même vis-à-vis du Ryzen 5600, il y a quand même une grosse différence. Alors ça m'a complètement trigger, du coup j'ai refait les tests plein de fois, mais bon, les résultats restaient à chaque fois identiques. Alors j'ai vu dans une interview sur le portage que le cache était beaucoup exploité, peut-être qu'ici la gestion du cache de Zen 2 pénalise fortement celui-ci vis-à-vis des autres processeurs plus modernes. Malgré tout, les 60 FPS constants sont tout à fait atteignables pour Zen 2. Et on note aussi qu'il semble y avoir quand même un petit avantage pour les processeurs d'Intel sur le titre. Et puis pour conclure, ce portage de God of War Ragnarok sur PC, c'est encore une fois un très bon portage de la part de Jetpack Studio, et ça fait plaisir de voir que les portages de jeux first party Sony sont dans la grande majorité toujours plutôt bons, en dehors de The Last of Us Part 1 qui avait clairement des soucis à sa sortie, et qui était probablement sorti trop tôt pour coller à la sortie de la série sur Amazon, il me semble, à l'époque. Mais en dehors de ça, c'est vrai que la plupart du temps, les portages sont plutôt propres, les features principales sont quasiment toujours là, c'est souvent plutôt bien opti. Quand il y a des petits problèmes, c'est souvent patché assez rapidement, comme ici avec le DLSS FrameGen qui fonctionnait pas au moment de la sortie. Donc bon, le jeu tourne bien, c'est pas trop gourmand en ressources, c'est tout à fait jouable même sur une GTX 1060, on peut atteindre par exemple les 30 FPS plutôt stables en visant les détails médium ou bas avec une touche d'upscaling. On a vu d'autres jeux sortir dernièrement, c'était beaucoup plus compliqué. Et c'est vrai qu'au niveau stabilité des performances, le jeu est vraiment très propre. Il n'y a pas de stutter, tout est présent, j'ai rien à dire, pour moi c'est du bon taf, et ça fait plaisir. Il y a vraiment que les cartes Intel qui posaient problème pour moi, mais bon, je pense qu'ils corrigeront les problèmes côté driver plus ou moins rapidement, du moins je l'espère. C'est pas le seul titre qui sort dernièrement où les performances sont quand même un petit peu décevantes pour Arc, et c'est dommage. Et du coup, pas grand chose d'autre à dire. Comme d'habitude, si vous avez apprécié les vidéos et que vous voulez soutenir la chaîne, les machins pénibles de YouTube, c'est débile, mais ça aide, donc pensez-y si vous le pouvez. La page Amazon de la chaîne, si vous voulez des idées de config PC type, c'est dans la description de la vidéo. Et comme toujours, un immense merci aux membres soutien YouTube et Ko-fi de la chaîne, qui permettent à la chaîne de rester en vie tout simplement. Du coup, un grand merci à vous tous, et on se retrouve très rapidement pour l'autre vidéo. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine, salut!